Moulier, nous remercions également chaleureusement, parce que ça n'est pas évident d'accepter de telles conditions pour faire une conférence, qui demande un domaine du travail. Donc nous sommes ravis de l'accueillir. Monsieur Moulier est spécialiste beaucoup travaillé sur les étudiantes, les étudiants. Je travaille toujours. Voilà, vous travaillez toujours sur ce sujet. Vous vous présenterez après tout, c'est aussi bien. Et donc, voilà, dans ce contexte de rentrée, un petit peu dépassé, mais quand même de rentrée universitaire, le sujet est tout à fait d'actualité. Donc, voilà, je vous laisse la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Ah oui, alors je déclenche l'enregistrement. Allez-y. Hein. Bon, eh bien, oui, je peux parler. Oui. Alors, voilà. Je suis l'auteur de 2 livres, j'en ai apporté qu'un. Il s'appelle, oui, il y a un peu de bruit là. La naissance de l'étudiant moderne. Si vous voulez, on peut le faire passer. Vous me le rendrez parce que c'est le seul. Comme ça, vous verrez un peu ce que j'ai commis dans mes années de travail. Et donc, effectivement, alors je suis plutôt, puisque j'ai travaillé au service des études du ministère de la Culture pendant plus de 20 ans, je suis plutôt un spécialiste des politiques culturelles. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, j'ai publié le Que sais-je qui s'appelle les politiques de la culture en France. Les politiques publiques de la culture en France. Que sais-je. Voilà. Alors, donc le sujet, c'est le quartier, il est inscrit. J'ai quelques diapos, il n'y en a pas beaucoup. J'aurais aimé en faire plus, mais le confinement a fait que la Bibliothèque nationale était fermée quand j'ai travaillé avec mon sujet, là pour vous. Et donc, je ne vous infligerai pas beaucoup d'images, malheureusement. Alors, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais je ne pense pas, parce que, enfin pour les plus âgés en tout cas, l'image de l'étudiant du quartier latin, alors qui date justement de la Belle Époque, enfin du XIXe siècle, c'est une image de farceur, c'est une image de chahuteur, c'est une image aussi d'émeutier. Bon, avant 68, il y a eu beaucoup d'émeutes étudiantes, notamment entre les 2 guerres. J'en parlerai peut-être une autre fois, si vous voulez. En tout cas, je ne vais pas parler de cet étudiant mythique-là. Hein, c'est pas le sujet. Je vais être un peu historien et sociologue, c'est-à-dire essayer de vous présenter le plus rapidement possible, hein, parce que le sujet est vaste, une image justement de ce qu'étaient les étudiants, disons, à la Belle Époque, c'est-à-dire à peu près dans les 30 années qui précèdent la guerre de 14. Voilà. Ça va ? Désolé, c'est parce qu'il y a du bruit. Ah oui. Alors, pour illustrer quand même cet étudiant farceur, je vais passer la première image. Attendez, comment on fait ? Ah voilà. Non ? Alors, je crois que c'est... Attendez. Ah oui, pardon, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà, pardonnez-moi, je me suis trompé de... Voilà. Alors, c'est une image qui est tirée justement d'un PowerPoint que j'ai fait sur les carnavals, les bals, etc. Pas seulement étudiants, mais surtout. Donc je la reprends pour vous, parce qu'on parle justement, on voit des jeunes avec haute forme, là, qui sont peut-être des étudiants et qui portent je sais pas, le Mardi Gras, c'est le décès du Mardi Gras, je ne sais plus. Voilà, ça c'est une première image.
Et puis, carnaval et cavalcade, c'était le nom de ce que j'ai donné. Donc voilà, Mardi Gras, carnaval, mi-carême, fête des blanchisseuses. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous. En tout cas, c'était quelque chose qui se pratiquait beaucoup. Alors, l'autre image de l'étudiant, c'est évidemment l'étudiant farceur et chahuteur, notamment l'étudiant en médecine, hein, tout le monde connaît, ce qu'on a appelé l'esprit carabin. Et encore une fois, tout ça date justement de l'époque dont on va parler cet après-midi. Alors, selon un camarade historien qui s'appelle Didier Fischer, je cite, « Le port de la faluche, le monôme et le bal constituaient depuis la fin des années 1880 les attributs de la distinction étudiante. Ces manifestations sont largement celles d'une jeunesse étudiante de bonne famille. » C'est vrai que c'était plutôt des élèves de classe bourgeoise où la pauvreté est rare. Les étudiants fin de siècle étaient des héritiers, volontiers provocateurs, aimant en découdre avec les forces de l'ordre, mais qui ne perdaient jamais de vue qu'ils appartenaient à une élite privilégiée et protégée. Alors, ça situe déjà un peu, effectivement, la classe sociale d'appartenance. Et vous verrez qu'ils étaient assez peu nombreux. Alors, un chapitre de mon livre porte sur les frasques et les mœurs étudiantes, ce que j'appelle les maîtres du chahut, entre guillemets. Alors, je vous cite, et je passerai à autre chose, titre du chapitre, de l'excentricité à la correction vestimentaire. Il y avait effectivement ces deux aspects, qui sont peut-être d'ailleurs toujours le cas, l'argot estudiantin, les femmes, le jeu et les dettes. Malheureusement, je ne parlerai pas de tout ça. Les amours étudiantes, caboulot, beuglant et boui-boui, brasserie à femmes, et bal, carnaval et cavalcade. Voilà. Bon, voilà, je ferme cette introduction qui était pour vous dire que je ne parlerai pas de toutes ces choses-là, et peut-être qu'on le fera une autre fois. Alors, situons l'Université de Paris. Voilà, il faut que je le trouve. Vous avez dans la diapo que vous avez les noms, je ne vais pas vous les citer, mais vous les avez sous les yeux, de toutes les villes, à l'époque d'où nous parlons, bien sûr, qui avaient une université. Voilà. Donc Paris était de loin, on le verra, la plus importante de toutes, mais il n'y avait pas d'étudiants qu'à Paris, bien entendu. Alors, ces universités comportaient des facultés. D'ailleurs, on ne parle d'université qu'en 1893, c'est-à-dire qu'avant 1893, les villes universitaires comportaient un ensemble, pas toutes, de facultés qui composaient la future université de la fin du siècle. Et les facultés, on ne trouve pas partout, mais je vous dirai pour Paris ce qui existait. Il y avait 5 ordres de facultés: droit, médecine, sciences, lettres et pharmacie. Pharmacie qui n'est pas toujours une faculté. Et puis s'ajoutaient des établissements à côté des facultés qu'on appelait pour la médecine justement les écoles secondaires de médecine et de pharmacie. Voilà. Alors à Paris, à l'époque dont nous parlons, c'est là évidemment c'était l'université la plus importante au XIXe siècle, et il y avait évidemment leur compte de facultés. Alors je les cite: faculté de droit, lettres, médecine, pharmacie, sciences, et puis il y avait en plus une université catholique instituée en 1876 avec 3 facultés, droit, lettres et sciences. Donc c'était une université libre, bien entendu. Alors, maintenant je vais parler du sujet pour lequel vous êtes venus, c'est-à-dire les étudiants.
et il faut distinguer trois types d'étudiants. Là aussi, c'est un peu technique, mais c'est assez important parce qu'ils n'avaient pas tous la même importance du point de vue des études. Il y avait les étudiants inscrits, les étudiants immatriculés, et enfin les étudiants un peu libres, sans avoir une étiquette. Alors, les plus sérieux, c'est ceux qui, par définition, recherchaient un diplôme, et donc cherchaient un titre pour travailler, c'était les inscrits. Alors, pour faire les études menant à un diplôme, alors il y avait essentiellement doctorat, licence et baccalauréat, mais qui dépendait de la faculté des sciences et des lettres. Donc, pour s'inscrire à ces trois titres, il fallait avoir une inscription qui était nécessaire, dans le fond, pour mener des études. Alors, à côté, il y avait les immatriculés. L'immatriculation a été introduite à la fin du 19e, justement pour donner un accès aux universités de toutes les catégories d'étudiants. Pas seulement ceux qui recherchaient un diplôme, mais aussi ceux qui, comme les étudiants étrangers par exemple, et j'en parlerai, venaient suivre des cours à l'Université de Paris parce qu'elle était prestigieuse ou pour des raisons diverses. Alors, autre catégorisation, il y avait 4 catégories d'étudiants: les Français hommes, les Françaises, les étrangers et les étrangères. Ça, c'est une chose très importante que l'Université de Paris, les facultés parisiennes, très tôt accueillent des étrangers, et puis plus tard des étrangères. Alors, on va passer au nombre d'étudiants maintenant, et je vais vous donner le tableau suivant, qui est le tableau 5 pour moi. Alors, ce sont les effectifs des étudiants et des étudiantes dans la période qui nous intéresse, donc de 18 à peu près, j'aurais pu partir avant, de 1890 à 1914, et entre 1880 et 1914, le nombre des étudiants dans l'ensemble des facultés françaises passe de 12 000 à 42 000, donc dans les 16 académies dont j'ai parlé. Mais à Paris, il n'y avait en 1865, excusez tous ces chiffres, que 4 000 étudiants. On est en 1882 à 6 700, donc vous voyez une augmentation importante. On a les 10 000 en 1892, ça doit être sur le tableau. Et puis le chiffre record est atteint en 1910 avec 19 001. 19 000. Donc on passe dans le fond de 1865 à 1910, avant la guerre de 14, il y a une petite baisse après, de 6 000, moins de 7 000 à 19 000. Vous voyez l'augmentation dans la période qui nous intéresse. Voilà. Je vais passer voilà. Alors maintenant, je vais parler justement des premières étudiantes. Alors, les premières étudiantes, et après je parlerai des étrangers. Voilà. Premières étudiantes, elles entrent dans les facultés à partir de 1870, et là aussi, ces effectifs connaissent une hausse rapide, puisque, bien qu'elles soient très peu nombreuses, vous verrez, puisque de 90 à 96, on passe de 195 à 522. Vous voyez une augmentation, donc un succès. Mais je viendrai après sur comment ça s'est passé, cette entrée des femmes dans les universités ou dans les facultés. Alors,
pour les étrangers, à partir des années 1880, importante augmentation des étrangers, mais c'est le cas aussi en France comme dans les pays occidentaux. Là, je ne vais pas vous imposer des chiffres. Allemagne, Suisse, Autriche, Hongrie, Belgique, Italie, Grande-Bretagne, par exemple. Alors, ces étrangers ne constituaient en France en 1890 que 5,6% de la population étrangère totale. 14% en moyenne en 1910-1914 et 15% en 1910. Toujours une année importante, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et à Paris, c'est le cas. Alors, ces étrangers se répartissent différemment entre les facultés parisiennes. Par exemple, en droit, alors, il y avait 5 facultés, oui, je vous l'ai dit, il y avait 5 facultés à Paris. En droit, on passe entre 1890 et 1914 de 5,7% à 12%, donc ça fait le double, le double en proportion. En pharmacie, c'est une petite faculté de 1,5 à 2,8. Mais vous voyez, on est toujours dans un phénomène, dans ces années cruciales, les années qui encadrent l'année 1900, on est dans des phénomènes de doublement. Alors, en lettres, c'est extraordinaire, parce qu'on passe de 7,8% à 35% en lettres. Et c'est notamment dû, on le verra, à cause de l'irruption, je dirais, féminine dans les facs des lettres. Voilà. Et en sciences, de 10,4 à 24%. Donc, vous voyez, c'est toujours un phénomène de doublement de la population étrangère. Pardon. Alors, je vais arriver justement à cette irruption des étudiantes, et je crois que c'est une histoire qui n'est pas très connue et qui mériterait, les personnes dont je vais citer le nom mériteraient d'avoir une rue à Paris ou pourquoi pas une statue, mais enfin on n'en parle pas. Alors la première bachelière, c'est une Lyonnaise et une vieille dame, une personne déjà d'un âge mûr. Elle s'appelle Julie Victoire d'Aubier. Qui est-ce qui connaissait Julie Victoire d'Aubier? Une personne, vous voyez. Alors, sa vie se situe entre 1824 et 1874. Elle est petite fille d'un maître de forge et elle réussit à Lyon le 17 août 1861, on est en plein Second Empire, à l'âge de 37 ans, vous voyez, elle n'est pas toute jeune, surtout à l'époque, le baccalauréat lettres, alors je précise, non sans avoir bénéficié de l'appui de l'impératrice Eugénie et obtenu une autorisation spéciale. Parce que, j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, le baccalauréat n'existe pas pour les filles. Du moins à l'époque dont je parle. Alors, je précise qu'il faudra attendre 1924, donc après la guerre de 14, pour que Léon Bérard unifie les études féminines et masculines et que soit créé un baccalauréat unique. Alors, c'est vrai que, j'aurais dû le dire avant, vous connaissez par contre Camille C., et le lycée du même nom. Alors, il était ministre de l'Éducation, je pense. La fameuse loi Camille-C du 21 décembre 1880 crée un véritable enseignement secondaire féminin. Pour préparer le baccalauréat, un enseignement secondaire féminin, donc il y a des lycées de filles qui se créent à ce moment-là, dispensé par des professeurs femmes, mais c'est un enseignement ségrégatif qui ne conduit pas au baccalauréat, mais à un diplôme de fin d'études secondaires,
Donc il y avait d'un côté les bacheliers et de l'autre les diplômés de fin d'études secondaires. Alors ce titre ne permettant pas dans l'immédiat d'entrer dans les facultés. Alors je le répète, c'est 1924 que cet enseignement secondaire ségrégatif, si j'ose dire, est supprimé et que les filles, enfin, ont le droit, comme les garçons, au même titre et dans des établissements identiques, de passer le baccalauréat. Voilà, ça c'est la première, donc cette Julie Victoire d'Aubier, c'est important. Alors la seconde bachelière est Emma Chenu, qui obtient le baccalauréat, c'est une Française, baccalauréat S-Sciences en 1863, donc peu après Julie d'Aubier. Voilà, mais je ne vais pas en parler trop. Et elle sera reçue à la licence de maths en 1867. Donc vous voyez un frémissement sous le Second Empire. Et peut-être que l'impératrice Eugénie y est pour quelque chose. Alors, les premières étudiantes en médecine, elles se présentent justement pour entrer en faculté de médecine. Alors, la première docteure en médecine s'appelle, là aussi, une statue devrait lui être consacrée, Madeleine Bresse, qui est la fille d'un charron nîmois. Alors, comme elle n'est pas bachelière, elle n'y a pas droit au départ, mais elle passe à 28 ans, elle est déjà mère de famille, c'est 2 baccalauréats et accède en 1866, première française, à la faculté, grâce à une intervention toujours d'Eugénie, à la prestigieuse faculté de médecine de Paris. Madeleine Bresse, retenez ce nom. Mais elle est coiffée sur le poteau, à quelques mois près, par 3 étrangères. Alors je parlerai tout à l'heure des étrangers et des étrangères. Ça aussi, des noms qui devraient être cités. Une américaine, Mary Putnam, boursière de la ville de New York, une anglaise, Elizabeth Garrett, et une russe, Mlle Gontcharov. Alors les Russes sont importants. Alors je devrais passer des diapos, j'ai oublié. Alors ça, c'est justement le certificat de 1893 à sciences physiques de Marie Curie. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Enfin, voilà. Et puis, ça c'est une photo une image que vous connaissez, puisqu'elle était sur le prospectus de cette conférence. Alors, la première docteure en droit est une Roumaine. Vous voyez, les étrangères ont une importance considérable dans cette histoire d'accession des femmes à l'université. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, la mentalité française, du ministère de l'instruction publique de l'époque et peut-être des profs de fac, n'était pas de trouver normal que les femmes entrent dans leur faculté. Alors la première Française licenciée en droit en 1890, elle est docteure en droit en 1892, donc il y a un retard par rapport à la médecine en droit. C'est une Française qui s'appelle Jeanne Chauvin et qui revendique, mais sans l'obtenir, le droit, en 97, le droit de prêter le serment d'avocat. Elle voudrait être avocate, mais on lui refuse. Et alors, l'accès au notariat des femmes ne sera ouvert qu'en 1948. C'est une petite précision. Alors, quelles sont les facultés qui accueillent ces étudiantes à partir du moment où les pionnières s'introduisent dans les facultés? Alors à Paris, on a 2, la fac de médecine et la fac des lettres. Alors ce sont 2 facultés de types différents. Les facultés de médecine et de droit
c'est ce que j'appelle des facultés professionnelles, mettons là aussi des guillemets, parce que le diplôme qu'on donne aux étudiantes en droit ou en médecine, ou aux étudiants d'ailleurs, pas seulement aux femmes, débouche sur un métier solide, concret, etc. Alors les facs de lettres et un peu moins des sciences, parce que pour les sciences, pour les études scientifiques, les grandes écoles comme Polytechnique ou d'autres existent, et donc celui qui veut avoir un titre d'ingénieur ne va pas s'inscrire dans une fac des sciences. Alors ces facs de lettres et de sciences ne sont que des écoles que certains appellent des études académiques, c'est-à-dire que ce sont des études, disons, pour la culture générale. C'est là qu'on offre des conférences. Par contre, les normaliens, les étudiants de l'école normale supérieure, suivent des cours en fac des lettres ou de sciences pour obtenir le titre de normal sup, auquel on accède, je le rappelle, par concours. Voilà. Alors, quelques chiffres là-dessus. Je regarde là, je ne veux pas être trop long. Alors, les facs de lettres sont, comment dire, envahies, peut-être que le terme n'est pas suffisant, par les femmes. Alors, le pourcentage d'étudiantes inscrites en médecine, 43% en 1890, n'est plus, à partir de 1905, que de 22%, c'est-à-dire qu'il y a un fort... alors, il s'agit des étudiants de 43%, c'est 43 des étudiantes qui entrent dans les facultés. Alors, à partir de 1905, c'est 22 à 26%. À l'inverse, la faculté des lettres ne cesse d'attirer les femmes, surtout après 1910-1911, lorsque se multiplient les cours de préparation au baccalauréat, parce que certains professeurs de fac, ou de lycée d'ailleurs, pour faciliter, j'aurais dû le dire tout à l'heure, pour faciliter l'accès des femmes au baccalauréat, donc qui est le titre qu'elles doivent, baccalauréat masculin bien sûr, pour entrer en faculté, il faut le baccalauréat masculin. Donc, par dérogation, certains professeurs qui sont très, très féministes ouvrent des cours, qui peut-être sont payants d'ailleurs, pour que les filles, qui sont d'ailleurs dans ces établissements secondaires pour filles, puissent préparer le baccalauréat masculin et entrer en faculté. Vous voyez le topo. Donc ces dispositifs de dérogation, dans le fond, pour les femmes, provoquent cette invasion dont je parle de la fac des facultés, pas seulement à Paris, des facultés de lettres, des lettres. Alors, voilà, de 50% des étudiantes parisiennes, donc une étudiante en faculté à Paris sur deux est inscrite en lettres. Alors, elle passe à 55% en 1910-1914, 45,6% pendant la guerre de 14. Alors évidemment, les filles profitent que les garçons sont au front, et 40% au début des années 20. Donc c'est plutôt une chute, mais vous voyez que ce chiffre de 55%, mettez-le dans votre tête, 55% des filles qui suivent des cours à Paris, des cours de faculté, sont inscrites en lettres. Donc c'est une ruée vers les lettres. Alors maintenant, je vais parler, j'en suis pour les diapos, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Alors, voilà, ben ça c'est l'étudiante, enfin, voilà. Donc ce sont quelques gravures que, si j'avais pu passer à la Bibliothèque nationale, à cause du confinement, je n'ai pas pu, j'aurais pu multiplier. Ah oui, ben ça c'est tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est la figure de cette époque de l'étudiante, voyons.
Alors maintenant, provenance géographique des étrangers à Paris. Alors, non, voilà. Alors, d'où proviennent-ils? Alors, il s'agit surtout des hommes. En droit. Alors, vous serez peut-être surpris, enfin, il y a des contingents d'Europe de l'Est très importants, et ça s'explique d'ailleurs par l'histoire de ces pays qui sont moins développés, entre guillemets, que les pays de l'Ouest. Enfin, voilà. Alors, en droit, Roumanie, Égypte, Turquie, ça s'appelle l'Empire ottoman à l'époque, Serbie, Grèce, Bulgarie. Vous voyez un paysage de l'Est et du nord de la Méditerranée, enfin de l'Est méditerranéen. C'est intéressant. En médecine, la Russie. Alors la Russie, effectivement, est très demandeuse d'études de médecine. La Roumanie encore, mais vous verrez qu'on la retrouve partout. La Suisse. Alors, je n'explique pas toujours les raisons, parce qu'il faudrait étudier la situation de chaque universitaire de chaque pays à l'époque. L'Allemagne, la Grèce, la Turquie. Donc, en médecine, il y a quand même des pays occidentaux, disons, qui y ont. En sciences, toujours Russie et Roumanie et Turquie. En lettres, alors là, c'est intéressant parce qu'on s'élargit jusqu'aux États-Unis. La Russie, toujours. La Russie est partout, dans le fond. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et les États-Unis. Donc vous voyez ces fameuses étudiantes étrangères qui postulent des études en lettres proviennent, disons, de pays qui sont égaux avec la France, enfin qui ne sont pas d'un niveau économique inférieur. Et en pharmacie, Russie et Turquie. Alors, je ne sais pas si je regarde l'heure quand même, ça va. Alors, les études qu'on mène dans ces facultés, alors je vais aller vite, hein, le baccalauréat donc en lettres et sciences, mais ce n'est pas un titre universitaire, la licence, le doctorat d'État, et puis on instaure pour les immatriculés, enfin ceux qui ne postulent pas, notamment les étrangers, ceux qui ne postulent pas d'études, un titre, un diplôme, on institue pour eux un doctorat d'université. Alors le doctorat d'université est celui qu'on confère aux gens qui ne comptent pas obtenir un titre universitaire français et qui donc, pour les étrangers, retourneront dans leur pays. Alors, les études de droit, c'est baccalauréat, licence, il y a un baccalauréat en droit, hein, licence, doctorat, et puis le certificat de capacité, ce PCF, PCN à l'époque, physique, chimie, sciences naturelles. C'est un titre qu'on doit obtenir en plus du baccalauréat pour entrer dans les facultés de médecine. Voilà. Alors, études médicales, docteur en médecine, chirurgien dentiste et sage-femme, études dentaires. Alors, c'est une loi de 1892 qui crée les études dentaires, le diplôme de chirurgien dentiste. À l'époque, ça devait être des charlatans qui pratiquaient la dentisterie. Il y a aussi un concours qui s'adresse aux étudiants en médecine, qui est l'internat, enfin l'externat puis l'internat. Voilà, alors les études de sciences, c'est un peu les mêmes, donc le PCN, les grades délivrés par les facs de lettres, certificat d'études supérieures, licence, diplôme, c'est un peu technique, donc je vais passer. Et puis, il ne faut pas oublier les études théologiques, puisqu'il y a une faculté de théologie catholique, j'aurais pu en parler tout à l'heure, et une faculté de théologie protestante à Paris. Alors,
on va parler de toute autre chose maintenant. Là, je n'ai pas de diapo pour tous ces sujets. C'est les organisations étudiantes et leurs combats. Alors, c'est toujours dans ces années-là, donc après le Second Empire, disons, dès l'arrivée de la République, que, disons, les étudiants commencent à bouger et à se doter d'AG ou d'AGE, d'Association Générale d'Étudiants. Alors, sur ce point, il faut introduire une distinction entre deux catégories d'associations étudiantes. Ce sont les corpos, enfin les associations corporatives et les associations générales d'étudiants, les AGE et les corpos, d'ailleurs qui sont en conflit permanent, puisque les AG, disons que les associations corporatives veulent réunir les étudiants d'une même faculté, d'un même ordre d'études, dans un but, dans le fond, de défense professionnelle. C'est pourquoi les corpos sont en pharmacie, j'en parlerai, il y en a deux qui se créent en médecine et en pharmacie. Et les corpos sont des outils de combat, d'ailleurs, dans les grèves, les manifestations qui se déroulent dans ces années, qui sont des années très agitées. Là encore, j'en parlerai assez peu parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour raconter un peu l'histoire des années 80 à 1914 et après, bien entendu, pour... voilà. Alors, à côté de la corpo ou contre la corpo, les AG veulent réunir les étudiants présents dans la ville universitaire, donc les étudiants de tous les ordres de facultés, de toutes les facultés. Alors celle de Paris se crée au début de 1884. Elle est assez intéressante. C'est l'AGEP, l'AGEP, et elle est vite baptisée là, entre guillemets. Et elle est située au 13-15 rue de la Bûcherie. C'est pas très loin, je crois. Mais d'ailleurs, ces associations ont toujours leur siège au quartier latin. Et puis, voilà. Alors, au départ, donc ces années à la Belle Époque, puisqu'on parle de la Belle Époque, l'AGE de Paris est moins... comment dire, une association de combat étudiant que, disons, une organisation de loisirs avec pignon sur rue, restaurant, bal, évidemment, etc., etc. Donc c'est aussi à ce moment-là que se créent des foyers d'étudiants, ou même des maisons d'étudiants, qui sont un lieu non pas d'habitation, mais pour accueillir les activités de loisirs, de confraternité des étudiants. Alors qu'à l'inverse, les associations corporatives, alors ces associations, il existe aussi des associations qui ne sont pas des associations de défense d'intérêts d'étudiants, mais des amicales, par exemple, j'en cite quelques-unes, l'association des internes et anciens internes, qui est fondée lors du banquet de l'internat en 1882, vous voyez un peu l'ambiance, l'association des élèves et anciens élèves de la faculté des lettres de Paris, 1885, 86, c'est les sciences, 88, une association des étudiants en chirurgie dentaire, etc., etc. Voilà. Et puis l'association des étudiants des arts, qui regroupe les élèves des beaux-arts, évidemment. Alors, j'ai parlé de deux associations corporatives importantes. La première, la plus ancienne, créée en mai 1896, c'est l'Association amicale des étudiants en pharmacie de France. Alors, elle se situe dès le départ
contre la GEP, qu'elle accuse de ne savoir et pouvoir défendre les intérêts de chaque catégorie d'étudiants. Ses objectifs sont de développer des liens amicaux entre ses membres et de défendre les intérêts professionnels de la pharmacie. Vous voyez la différence qui peut exister entre ces deux types d'associations, selon qu'elles regroupent les étudiants d'une même faculté ou celle de toute l'université. Alors, je ne manquerai pas de citer aussi des associations confessionnelles. L'Église catholique est très soucieuse de la situation des étudiants, notamment ceux qui affluent de leur province pour étudier dans les facultés parisiennes. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est effectivement, mais je n'ai pas de chiffres là-dessus, c'est dans les associations, parmi les étudiants français, le nombre de provinciaux versus les Parisiens qui vivent chez leurs parents ou qui habitent Paris. Je pense qu'il y a effectivement, vu la notoriété de des facultés parisiennes, un nombre important de provinciaux qui montent à Paris pour faire des études. D'autant que le poids de l'Université de Paris, disons, et puis la qualité du professorat, des études, est une incitation évidemment à être, docteur en médecine ou en droit de Paris. Alors, je pourrais citer, mais ce n'est pas un mouvement étudiant, le fameux Sillon de Marc Sangnier, qui est créé en 1894, et qui est une sorte de mouvement d'éducation populaire qui a pour but de réconcilier Église et République, Église et monde ouvrier, de rechristianiser les masses. Enfin, c'est un thème qui est à la mode dans l'époque. Et elle crée, c'est intéressant pour justement les étudiants, en 1899, des cercles d'études ouvriers étudiants. La première est située au 77 rue de Vaugirard, au siège du Sillon. Alors, la jeunesse protestante est organisée en union chrétienne de jeunes gens et des groupes étudiants apparaissent au sein des UCJG, YMCA, pour être un peu angliciste. C'est, des étudiants réunis à l'UCJG créent l'Association des étudiants protestants de Paris en 1892. Vous voyez que ces années 90 sont des années importantes du point de vue de l'organisation. Et puis, une fédération des associations chrétiennes d'étudiants, FFACE, se crée en 1898. Donc, vous voyez, ce sont juste avant le tournant du siècle, il y a un mouvement important. Et puis, il y a les mouvements politiques. Alors, ceux-là, ils sont extrêmement importants, puisque c'est déjà le début du règne de l'Action française qui règne sur le quartier latin à travers les Camelots du Roi, 1908, et puis les étudiants d'Action française qui se créent dans la foulée, mais qui sont surtout importants dans l'entre-deux-guerres. Alors, du côté socialiste, il existe les ESRI, étudiants socialistes révolutionnaires internationalistes, qui sont liés au Parti ouvrier socialiste révolutionnaire de Jean Allemann, et qui sont créés en 1891. C'est le premier groupement politique explicitement étudiant en France. En mai 1893, bien sûr, une scission en leur sein donne lieu à la fondation du groupe des étudiants collectivistes, GEC, qui adhère au Parti ouvrier français de Jules Guesde. Alors, ce n'est qu'en
1912, 7 ans après la naissance de la SFIO, qu'au Congrès de Lyon est décidé, à la demande de l'Internationale socialiste, la création d'une fédération nationale des jeunesses socialistes. L'Union des étudiants communistes, pour mémoire, n'est fondée qu'en 1939. Il y a des associations de jeunesse communiste, mais le PCF apparemment n'est pas favorable à la création d'un mouvement spécifique d'étudiants communistes avant la fin de l'époque. Alors maintenant, je vais parler du sujet le plus intéressant peut-être, c'est la vie de l'étudiant. Alors on va un peu changer la diapo. Voilà. Alors les chiffres là qui s'affichent, je dois être honnête, je ne les ai pas trouvés pour la période qui nous intéresse. Ils datent de 1921. Enfin, c'est pas très loin de la fin de la guerre de 14, et c'est quand même, des postes de dépenses qui sont communs aux deux périodes, avant la guerre et après la guerre. Je vous les laisse regarder. Je ne vais pas les détailler, mais vous voyez que j'ai fait des pourcentages. Le problème, alors la Chambre, évidemment, 10 mois à 130 francs en France. Il s'agit du budget d'un étudiant provincial à Paris, puisque c'est bien ce que je précise dans le titre, puisque, évidemment, les Parisiens vivent chez leurs parents en principe, peut-être pas toujours. Voilà. Donc c'est 20%, plus de 20% du budget total. Alors, blanchissage, repas, les repas aussi, c'est 30%, tout ce qui est... Le tramway, le complet et demi par an. Alors c'est vrai qu'on s'habillait plutôt bien en milieu étudiant à l'époque. Complet, par-dessus, chaussures, vous voyez, c'est très précis. Là. C'est tiré d'un journal, enfin d'un article d'un journal étudiant de l'époque. Alors les droits universitaires, c'est important, je vais y revenir. Les livres, journaux, inscription à une association, et puis ça fait 5400 francs de l'époque. Ne me demandez pas combien ça ferait maintenant, peut-être que quelqu'un peut l'estimer, enfin, vous voyez. Alors, les étudiants paient différents droits, effectivement. J'ai parlé de l'immatriculation, le droit d'immatriculation annuelle, les droits d'inscription trimestriels, le droit de bibliothèque, les droits de travaux pratiques et de laboratoire de recherche, les droits d'examen, de diplôme ou de dispense ou d'équivalence de titres. Voilà. Alors, les droits d'inscription diffèrent à l'époque qui nous intéresse. Le total est à multiplier par 3 pour la licence en droit, soit 41 400 francs, par 5 pour le doctorat en droit, 69 000 francs, par 2 pour la licence S-lettres, c'est moins cher, 28 000, et par 7 pour le doctorat en médecine, qui est le plus coûteux pour les droits, 97 000, parce que c'est en médecine, qu'il y a tous ces droits divers, puisque on travaille beaucoup sur des corps qu'on dissèque, par exemple, enfin sur des laboratoires, etc. Alors, voilà pour les dépenses. Alors, la question du logement, évidemment. Les étrangers sont logés au quartier latin, dans les 5e et 6e arrondissements. S'il existe à la belle époque quelques foyers pour les étudiantes,
notamment étrangères, une politique de logement étudiant ne débute à Paris que dans l'entre-deux-guerres, avec la création, dès 1925, de la cité universitaire de Paris. Mais l'idée d'une cité universitaire est déjà un peu en germe avant la guerre de 14. Alors, dès la fin du XIXe siècle, le problème du logement des étudiants provinciaux est crucial. Depuis le Second Empire, à Paris comme en province, les étudiants qui ne vivent pas chez leurs parents ou des amis, de la famille, trouvent un refuge et paient un loyer dans des lieux de nature et de qualité très différentes, qui se nomment chambres et hôtels meublés. Il devait être important dans les petites rues là, du quartier latin, et ils existent peut-être d'ailleurs toujours, ces hôtels meublés, sans repas, pension avec repas, pension de famille, etc. Ils mangent dans des restaurants à bon marché, dans les tables d'hôtes des pensions. Ça, c'est une pratique qui n'existe plus guère. Voire dans les bouillons ou les crèmeries, c'était les fast-foods de l'époque, quand ne sont pas créés par des mécènes des restaurants coopératifs. Alors, les hôtels pour étudiants du quartier latin sont célèbres et célébrés depuis la monarchie de Juillet. Alors, on y trouve aussi bien de bons hôtels pour étudiants riches que des loyers à bon marché et des restaurants à bas prix. Alors, à la charnière des deux siècles, des projets d'initiatives privées bénéficiant de l'appui de hautes autorités universitaires commencent à être formulés. On n'en est pas encore à la cité universitaire, mais on crée ces fameux restaurants coopératifs. Le thème des coopératives est très important à l'époque pour les étudiants dont les clients sont les actionnaires, avec d'ailleurs un succès relatif. Alors, des homes d'étudiants et d'étudiantes qui n'offrent pas tous la pension ou un restaurant existent à Paris, tels le Cercle des étudiants protestants, la Maison d'étudiants Entre nous, 51 rue Geoffroy-Saint-Hilaire, le Home de l'étudiant, 34 rue Tournefort, ça dit peut-être quelque chose, dont la propriétaire est un certain Henri-Adrien Mortier. Alors, pour les femmes, pour les filles, par contre, les propositions et les initiatives sont importantes. Alors, je vous lis mon texte. Dans le contexte de l'expansion de l'économie sociale et du mouvement, il faudra en parler plus longuement, et du mouvement coopératif impulsé par Charles Gide, Madame Chalamet, écrivain spécialisé dans la jeunesse, créé en 1897, pas loin d'ici, avec l'appui de professeurs de la Sorbonne, la résidence University Hall, 95 boulevard Saint-Michel. Ouverte à des étudiants et professeurs, d'ailleurs aussi, français et étrangers. En 1907, des universitaires créent la Société des maisons universitaires, située au 95 boulevard Saint-Michel, siège de la résidence University Hall, dont le comité de patronage est présidé par Paul Appel, alors doyen de la Fac des sciences. Alors, pour les étudiants, justement, diverses initiatives sont prises. Alors, je vais simplement les citer. Par exemple, ces initiatives visent parfois les étudiantes, parce que leur sort de malheureuses jeunes filles de province qui montent à Paris est tout à fait en danger. Il faut que je regarde là. Donc, je vais aller plus vite. Le foyer,
Parmi les foyers qui sont créés, il y a Concordia, qui existe toujours, 41 rue Tournefort, la Maison des étudiants, 36 rue Saint-Sulpice, l'Oasis rue de Sèvres, qui est fondée en 1907, la Société universitaire des maisons des amis de l'étudiante. Vous voyez, tout ça est significatif d'un souci. Très rapidement, pour vous laisser un peu la parole, la santé des étudiants. Alors, le grand fléau de l'époque, c'est pourquoi on parle de la cité universitaire, notamment, c'est la tuberculose. Alors, ils sont concentrés au quartier latin. Les écrivains de l'époque évoquent des nourritures douteuses, absorbées dans les gargotes, promiscuité, je cite des écrivains, des hôtels borgnes à Paris. Alors, et justement, les travaux d'Haussmann, qui modifient fortement le quartier latin, sont destinés en grande partie à assainir le quartier. Donc si le quartier latin est ce qu'il est en ce moment, cela date effectivement des travaux d'Haussmann et tout un assainissement du quartier. Voilà. Alors, un petit mot sur le service militaire. Il est obligatoire depuis 1872 et avant la Grande Guerre, comme si on préjugeait de l'arrivée d'une guerre, la loi Barthou du 7 août 1913 avait porté à 3 ans la durée du service militaire obligatoire. Et depuis une loi de mars 1905, ça existe toujours, les étudiants ont la faculté d'obtenir, c'est le cas que j'ai, de mon cas notamment, ont la faculté d'obtenir un sursis d'incorporation jusqu'à l'âge de 25 ans. Et en 1913, de 27 ans pour les carabins, parce que leurs études sont plus longues. Alors, la vie culturelle et sportive, je raconte que les associations, mais je l'ai dit tout à l'heure, les associations générales d'étudiants sont des animatrices de la vie étudiante en organisant même des ciné-clubs d'ailleurs, déjà un peu, en publiant des revues ou des journaux avec des pages littéraires, théâtrales, musicales. Il y a évidemment des orchestres d'étudiants. Et puis, certaines AG ont leur groupe théâtral, leur orchestre ou leur chorale. Et les recteurs encouragent et financent ces activités culturelles. Et il y a un rôle très important de la Sorbonne. C'est là qu'on trouve les plus illustres groupes culturels étudiants. Par exemple, l'association des concerts spirituels de la Sorbonne, la Société des Amis de l'Université organise depuis 1898 le soir à la Sorbonne des conférences au profit des étudiants ou sur des thèmes de tous ordres, etc. Le sport, évidemment, c'est la création des premières associations qui sont toujours connues, comme le Racing Club de France, qui naît en 1885 dans des établissements scolaires d'ailleurs et pas universitaires. À Bordeaux, l'AGEB, l'AGE de Bordeaux crée le BUC, en 1998, le Bordeaux Universitaire Club. Des étudiants en médecine de Paris créent en 1901 l'Union sportive des étudiants en médecine, qui devient l'Association sportive des étudiants de Paris, ASEP, etc., etc. Alors, pour terminer sur un thème un peu préoccupant, disons, c'est... je ne sais plus où j'en suis, je vais peut-être vous livrer quelques images. Oui, alors ça, c'est ça. C'est des images de l'étudiante russe. Alors,
le problème, évidemment, c'est le choix d'une filière, et pour les parents et pour les jeunes, de choisir la bonne filière. Alors, les étudiants de cette époque sont des réalistes qui savent choisir leur future profession. Et effectivement, enfin, là c'est un petit éclairage sur les classes sociales. Au XIXe siècle, certaines catégories sociales étaient réticentes à engager leurs rejetons dans des études supérieures, qu'il s'agisse évidemment des aristocrates ou des professionnels de l'économie, et c'est pourquoi certains parents exerçant des professions dans l'industrie, par exemple, n'étaient pas très chauds pour que leurs fils entreprennent d'autres études, peut-être que celles des grandes écoles. Et un problème qui intervient dès cette époque, dès avant la guerre de 14, c'est le problème de ce qu'on appellera, surtout dans l'entre-deux-guerres, le prolétariat intellectuel. Donc là aussi, je vais terminer là-dessus, mais c'est un thème sur lequel on pourrait revenir, c'est-à-dire, bien que les effectifs, vous avez vu, des facultés soient extrêmement faibles à l'époque, on craint déjà, autour de 1900, la naissance d'un surplus, d'un surcroît d'étudiants, à gauche comme à droite. Voilà. C'est l'idée qu'il peut exister au sein des classes moyennes une frange en surnombre de déracinés, dont la caractéristique de ne pas se définir par la propriété, ce qui équivaut pour les écrivains d'extrême droite à une pathologie sociale entraînée par l'égalitarisme scolaire. Voilà. Et c'est surtout au niveau médical qu'on trouve ce thème du surplus, du sursaut, du prolétariat même. Le nombre de médecins serait passé de 14 000 en 1886 à 21 000 en 1911, les pharmaciens de 6 200 à 11 500. Donc le monde médical est le premier à s'insurger contre la tendance de l'université à créer un nombre trop important de docteurs en médecine. Voilà, je terminerai là-dessus. L'entendre, au moins l'entendre, je ne sais pas la voir peut-être, mais au moins l'entendre, dans
prochaine conférence.